Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Coopérateur Audio. Nous parlerons de production acéricole. Je suis Patrick Dupuis et je m'entretiens avec les propriétaires de la ferme Halifax, Stéphanie Ruel et Benoît Quintal, producteurs de sirop d'érable et producteurs de lait dans cette entreprise de 6e génération et membres de Vivaco, groupe coopératif. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre cabane à sucre. Ça fait plaisir. Et la bière Halifax. Ça fait plaisir de vous recevoir. On pourrait commencer d'abord par peut-être une description justement de votre entreprise. La ferme Halifax, c'est une ferme laitière de 65 kg avec une érablière de 9000 en taille. On a aussi un petit dépôt de barils de sirop avec la citadelle associée à ça. Donc, c'est ce qui nous occupe. Dans les 10 dernières années, l'entreprise a doublé sa production de lait et de sirop. Donc, on a pris un peu d'expansion là, pour pouvoir être les deux à temps plein ici. Dans le fond, on engage, il y a moi et Stéphanie principalement. On a nos enfants qui nous aident un peu là-dedans. Puis on garde toujours Martial, le beau-père, très actif sur la ferme. Puis René aussi, sa conjointe, la mère à Stéphanie. Elle s'occupe aussi un petit peu de la comptabilité, parfois, des Steph. Les enfants, puis les deux nous donnent un bon coup de main là, dans notre quotidien. Puis, juste la ferme laitière, juste en deux mots, vous avez combien de sujets, de têtes? Vous l'avez peut-être dit, là. On a à peu près une centaine de bêtes, okay. Puis on est en traite robotisée depuis déjà 10 ans. Donc, ça nous donne un bon coup de main aussi pour jumeler l'érablière avec la ferme laitière. C'est notre troisième main, mettons. Faut nous donner une chance. Quand il vient le temps des sucres, là. Les heures augmentent énormément là, dans ce temps-là. Fait que ça fait bien d'avoir le robot pour jouer avec notre horaire, là. Quand c'est le temps de bouillir, courir des fuites, il faut faire des échanges. Là. On est le 26 mars 2024, la saison. Cette année, c'est particulier par rapport à l'année dernière. Peut-être nous dresser un petit peu là, le portrait là, de la différence qu'il y a eu entre ces deux années. Tu vois, l'année passée, on a commencé un petit peu plus tard. Puis aussi, le début de saison était quand même assez étrange. Nous autres, dans notre secteur, là, ailleurs, ça va changer. Mais notre secteur, nous autres, c'était surtout le matin, il n'y avait pas de soleil. Les nuages étaient là, fait que c'était froid. Ça prenait beaucoup de temps à partir. La coulée, elle ne partait pas. Ça commençait plus à couler vers les 1h, 2h de l'après-midi. Puis après ça, souvent, vers 4, 5, 6 heures, là, le froid repogne, puis ça arrêtait de couler. Fait que là, on échappait à beaucoup d'heures de coulée pour les 2 premières semaines. Puis après ça, on a eu le gros tournant, grosse chaleur, important. Les érables sont mis à couler énormément, mais l'eau, elle avait envie de se dégrader rapidement. Fait qu'il fallait tout faire vite, puis... Là, on a vu où est-ce qu'on était rendu par rapport à Pâques, parce que souvent, on se fie à Pâques pour avoir le ratio de production. Puis on a vu tout de suite là, que là, il nous manquait 20% tout de suite en partant là, le début de saison. Fait qu'on a dit, ça va pas bien regarder. Fait que ça ressemblait à ça le pattern l'année passée. Puis peut-être pour situer les gens, nous, on est dans le coin de Saint-Ferdinand, dans le centre du Québec, là, parce que c'est sûr que les productions varient beaucoup d'une région à l'autre, justement avec les contextes plus chauds, plus froids. Fait que des fois, ça peut faire une bonne différence là, entre les régions. Fait que pour ce qui est de cette année, nous, on le remarque, là, avec les années, la saison commence de plus en plus tôt. Habituellement, on veut être prêt au 15 février, pas nécessairement pour faire du sirop, mais plutôt pour pouvoir marcher toutes les fuites puis être prêt pour les coulées qui vont suivre. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une bonne quantité de sirop à aller chercher en février. Donc, cette année, on a commencé à entailler un petit peu plus tôt, puis ça allait vite parce qu'on n'avait pas besoin de raquettes. C'est très rare qu'on fait ça, entailler sans raquettes. Fait que c'est sûr qu'on peut en faire plus dans une journée quand c'est moins dur physiquement là, de traîner l'équipement. Fait que on était bien contents finalement d'être prêts parce qu'il y a eu une belle récolte à faire là, à la mi-février à peu près. OK, puis là, on s'enligne comment? Est-ce qu'on peut dire déjà de quoi va avoir l'air la saison au 26 mars? Est-ce qu'on peut se dire... est-ce que vous avez comme déjà battu l'année passée ou on s'enligne vers quelque chose de record? Parce qu'on entend beaucoup là, que c'est une très bonne saison. Là. Ouais, là, tu vois, Pâques n'est pas arrivé. Je me suis encore à Pâques. Puis on a déjà 75% de notre contingent de fête.
OK. Puis l'année passée, j'ai fait 75% du contingent. Ah, ben voilà. Fait que il y a des bonnes chances qu'on batte l'année passée et aussi il y a des tendances à aller dépasser notre contingent. OK. Ça veut dire qu'on va en faire cette semaine avant Pâques, puis après Pâques aussi, on risque d'en faire une autre semaine. Puis la météo, 14 jours, présente aussi des bonnes gelées, une température pas trop élevée, là, du 8-10 degrés, c'est parfait. On dépasse pas ça, fait que ça ralentit la croissance des bourgeons, OK. souvent, fait que ça nous donne un temps de plus. Puis l'autre signaux dans la forêt, ben là, on a eu une tempête de neige, là. On était toutes ces feuilles, là. Mais là, on a eu une tempête de neige qui nous redonne du lousse aussi pour accumuler de l'eau, de la fonte, puis ça va redonner une bonne coulée là, pour les érables. Là. Ils adorent ça, les érables, le méchantant. Ah ouais? Ouais, puis Ça les stimule, quoi. Ouais, vraiment, parce que pendant la nuit de la tempête, là, ils ont coulé vraiment longtemps, même si les degrés étaient sous zéro, ils continuaient pareil. Là, on dirait qu'ils sentent le mauvais temps, puis ça leur donne un petit boost. C'est quoi une bonne coulée, mettons? Là? Est-ce que vous calculez ça en litres, en gallons? Comment vous calculez ça? Là? OK, on a eu une bonne coulée aujourd'hui. Nous autres, on dit souvent le séparateur est à côté. OK. Quand le séparateur, puis on check les bassins, tu dis, hey, ça se maintient. Là, on sait que le système est quand même full. Là. Fait que là, le séparateur, on peut concentrer environ 1500 gallons à l'heure. Là. Mm-hmm. Fait que là, on voit que là, c'est toute une bonne coulée. Ça. OK. Fait que la première journée de bouillage, nous autres, cette année, c'était le 10 de février. On n'avait jamais fait ça. Puis il y en a eu d'autres bonnes après le 15 de février. Fait que moi, je suis prétends, en tout cas, rendu au 15 d'avril, on va être dans le bourgeon ou dans de la grosse sève. Là. Mm-hmm. Parce que le temps avance aussi. Vous êtes, comment je dirais ça? Vous êtes témoin des changements. Ben, là. Vous le constatez qu'il y a des changements climatiques. Là, on est directement affecté par les C'est ça. changements climatiques. Fait que, tu sais, comme cette année, c'est un peu exceptionnel qu'on en taille plus tôt, mais c'est un bon move qu'on a fait. Ouais. Puis là, on voit qu'il va falloir faire ça année après année parce que là, il y a de la production à aller chercher. Mais tu sais, pour certains, il y en a qui vont dire que c'est ben trop tôt, mais l'érable, là, quand elle coule, c'est maintenant. Fait que si t'es pas prêt, c'est de l'eau que tu vas avoir perdu. Fait que tu l'auras pas à la fin. As-tu un exemple d'une méthode de gestion que tu as changée, que vous avez changée? Ben, justement, comme ça, les vacuums, tu sais, à cette heure, ça nous dérange plus d'entailler tôt en saison. Cette année, on a commencé là, la 2e semaine de janvier, mais par contre, on n'arrête pas les vacuums. Aussitôt que le vacuum est supérieur à 0 ou moins 4 même, les pompes partent, puis comme ça, dans le fond, ça empêche que l'eau d'érable reste dans l'érable et cicatrise. On a fait le choix de diminuer la grosseur des chalumeaux. Pour beaucoup, ça vient avec une peur de perte de rendement, en fait, parce qu'on se dit, plus on fait un trou petit, moins on va chercher d'eau. Sauf qu'il y a aussi un effet de long terme. Puis nous, on a remarqué vraiment un beau changement là, dans l'érablière. Les érables sont plus en santé. On les magane moins. Hein. Le trou est plus petit, ils réussissent à se guérir. Puis ils ont eu un regain, un beau regain de croissance. Fait que c'est une... On a étendu ça à des zones de notre sucrerie aussi où on voyait une petite dégénérescence. Là, on a adapté ça aussi. Après ça, on garde environ, on est peut-être zélé un peu, on garde au-dessus de 30% d'espèces compagnes, nous autres, dans la forêt. Parce qu'on croit que la biodiversité va nous aider beaucoup à être résilient par rapport aux températures. Là. Fait que, tu sais, quand il y a des grands vents ou beaucoup de neige mouillante, là, tout ça, ben, il y a beaucoup de bris. Mais nous autres, en ayant gardé des espèces compagnes, ben, t'as toujours, tu sais, je dis toujours, là, quand il y a une couple d'érables là, qui finissent par mourir, ben, un hêtre qui reste là, ben, il a sa place, là. Tu sais, parce que j'aime mieux avoir un hêtre là que plus d'arbres pantoute, là. On a un problème, là. Tu là, rentrer là, se mettre à creuser, planter des érables. Là, les chevreuils, souvent, là, quand tu creuses de même, ils viennent manger les pousses. Fait que là, c'est un problème qui se génère. Puis le hêtre, lui, où il y a de la régénération, souvent, il va faire du blocage. Les chevreuils, ils vont pas parce qu'il y a des petites branches de hêtre. Puis ça fait comme des barrières naturelles. Okay. On voit ça un peu. Là. Faut que tu analyses. Là, souvent, les gens, ils vont dire « Ah, c'est sale, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu débranches ça. » Mais moi, j'aime mieux le laisser faire des petites parties. Ils vont se régénérer seuls. Puis on va travailler à des places qu'on peut travailler. Puis on le voit avec le temps, là, ça va grandir. On va réaménager les hêtres pour
Dans le fond, il était été pour garder les meilleures aides. Puis en dessous, là, on voit maintenant qu'il y a de la régénération d'érable qui va réapparaître. Parce que ça a comme donné une chance de se restructurer. Là. Puis c'est ça, c'est d'y aller des étapes de même. Là. Il va peut-être moins drastique là, sur les coupes que ce qu'on voit un peu partout. Là. Mais on pense que ça va être meilleur. Il va y avoir une meilleure pérennité de l'érablière dans le temps de cette manière-là. Là, avant, on entaillait avec des diamètres un petit peu plus petits, puis maintenant, on attend un peu plus longtemps avant de les entailler parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de chances de l'hypothéquer, trop de chances qu'en perçant, quelqu'un touche au cœur puis tue l'érable en tant que tel. Donc, on avait remarqué que quand on suivait la norme qui était acceptée, mais on trouvait que c'était pas assez. Fait qu'en étant biologique, on a déjà monté, puis on a décidé de rajouter aussi, maintenant, on entaille à... Anciennement, on était à 8 pouces. De diamètre. Puis là, on a monté à 9 pouces. OK. Ouais. Fait que là, on savait qu'à 8 pouces, en perçant, le risque était beaucoup plus élevé de toucher au cœur. À 9 pouces, ben, tu diminues le risque. Fait que tu nuis pas. Parce qu'une fois que tu touches au cœur, là, la croissance a ralenti. Parce qu'elle essaie de se réparer beaucoup plus. Le rendement à l'entaille, comment ça fonctionne? En fait, pas comment ça fonctionne, mais d'une région à l'autre, ça varie beaucoup. Puis ici, vous avez votre rendement, d'autres régions. Qu'est-ce qui l'influence? Puis comment ça... Qu'est-ce qui joue sur le rendement? Ben, c'est sûr que c'est beaucoup la météo, là, je dirais. Là. Dépendamment si on est versant nord, sud, ça va dépendre aussi là, du nombre de degrés qu'on atteint. Ici, on est un petit peu plus en montagne que la ville voisine. Donc, on voit, ils commencent toujours un petit peu avant nous. Puis, dépendamment des saisons, ils peuvent commencer avant nous, ils peuvent terminer exactement au même moment. Si, des fois, ici, on a à peu près une différence de 2 degrés. Donc, des fois, quand la saison commence puis il fait juste comme 4-5, ben le village voisin, il va faire 6-7, ils vont aller chercher des excellentes coulées. Nous, c'est pas tout à fait assez. Ils vont décoller, mais pas beaucoup. Fait que des fois, il peut nous manquer ce degré-là. À la fin de la saison, ben pas mal tout le monde finit ensemble. Parce que quand il fait 15 ou 20, ça change rien qu'il fasse 15 ou 20. Tout le monde avance en même temps. Donc, ça, c'est des petits facteurs, des fois, qui peuvent faire varier le rendement qu'on peut aller chercher ou encore la qualité, des fois, aussi de l'eau qu'on peut aller chercher. Il y a une réserve de sirop d'érable qu'on connaît. Elle est plus ou moins haute, dépendant des années. Comment ça fonctionne? Les producteurs, les PPAQ, là, ils disent souvent qu'il faudrait avoir au moins 100 000 livres de sirop de backup pour, selon les projections qu'ils ont faites, là, pour savoir être capable de compenser les petites années comme l'année passée. On a eu une petite année. Fait que là, on voit cette année que la réserve est vraiment basse. Puis le marché était quand même encore assez bon. Fait que le marché a augmenté avec les années, mais là, il faut que la production suive. Fait que c'est important d'avoir notre réserve, que la production soit bonne, ou qu'il y ait plus de producteurs qui installent plus d'entailles. Augmenter le volume de production, là, c'est quelque chose qui commence à être assez sérieux. Là. C'est nécessaire, c'est rendu nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Là, comme d'augmenter les quotas là, qu'on alloue aux producteurs, c'est ça? Ben en fait, pas les quotas qu'on alloue aux producteurs, parce que ça, c'est aussi en fonction de ta production. Donc, même si, à un moment donné, même si on donnerait 8 livres à l'entaille à quelqu'un, il ne serait pas nécessairement capable de le faire. Mais s'il y a des érables chez eux qui peut aller ajouter déjà à sa production, ben oui, c'est des façons... qui peuvent être faites. Là. Puis ça s'est fait beaucoup dans les dernières années. Il y a beaucoup de producteurs qui ont rajouté des petites sections qui n'étaient pas nécessairement aménagées. Ils ont bûché, ils ont jardiné, qu'on appelle. Ils ont donné une chance à ces érables-là de montrer leur potentiel, puis sont allés les chercher. Fait que des fois, c'est des ajouts pas tellement importants, de 500, 1000 érables, mais tous ces petites érables-là ensemble, ben, ça finit que ça fait augmenter la production, justement. Oui, c'est ça. Donc la réserve potentielle qu'on peut avoir, là, qui sert à, comme on l'a dit, approvisionner les clients, l'exportation même, tout ça, là. Hein, c'est tous ces marchés. Surtout l'exportation. On vend 80% de notre sirop à l'extérieur. Là. Fait que c'est ça. C'est notre principal marché. Il faut pas le perdre. Fait que c'est grâce à cette réserve-là qu'on est capable de fournir, dans le fond, le mondial. On voulait parler des enjeux de la production. C'est quoi les principaux défis? Bien, présentement, il y a quand même un défi de surenchère, entre autres. Là. Il y a des érablières qui se vendent au-delà de leur rentabilité. Là. Donc, ça veut dire que le sirop que tu vas sortir dans l'année suffira pas à faire les paiements
sur ce que tu viens d'acheter. Donc, il y a un peu de surenchère. Il y en a qui ont des fonds extérieurs. Donc, ça dénature un peu le côté agriculture de la business, dans le sens que ça devient comme plus des acquisitions commerciales. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Donc, c'est un frein à la relève, entre autres, qui veut s'établir, parce que si tu peux pas faire tes paiements avec ce que tu produis, ben en tant que relève, des fonds extérieurs, souvent, t'en as pas, là. Fait que ça marchera pas. Donc, moi, je trouve que c'est un enjeu sérieux auquel on fait face en acériculture. Est-ce qu'il y a une relève? Est-ce qu'il y a une relève présente à poursuivre? Ben, moi, je trouve que oui. À s'établir, en fait. Ouais, moi, je trouve que oui. C'est un beau... c'est une belle production, je trouve, pour justement une relève qui veut commencer à s'établir. C'est quelque chose qui permet justement d'avoir des fois un emploi à l'extérieur. Souvent, c'est pas nécessairement des entreprises qui vont prendre un emploi à l'année. Donc, ça peut se combiner avec autre chose, mais c'est une belle production pour justement commencer petit à petit, puis un moment donné, venir à pouvoir avoir une entreprise à temps plein, là. Quel nombre d'entailles ça prend pour être capable de vivre de son entreprise? Ben, le calcul se fait bien. Hein? On monte à 20-25 000 entailles pour vivre de ça à temps plein. Je pense que c'est le minimum. En tout cas, au centre du Québec, nous autres, là, on voit que ça commence à se resserrer. Là. Okay. Aller trouver un 25 000 entailles, toutes collées ensemble, c'est difficile. Ça va être plus des petites sections de 3 000, 4 000 entailles qu'il va falloir que tu transportes l'eau pour pouvoir produire sur le même site. Là. On peut dire que l'industrie se porte bien. Oui, j'ai ça à dire. Quand on parle de la séricole, là, on touche du bois, il y en a qui trouvent que les paiements sont élevés, mais dans l'ensemble, le sirop sort, c'est des belles années qu'on a présentement. C'est un secteur d'activité qui est très dynamique, en fait, puis qui, justement, il est en expansion, il est en évolution. Fait que je pense que c'est normal aussi de rencontrer ce genre de problème-là, dans le sens que c'est comme un secteur qui est nouveau, en fait, là. Avant, c'était beaucoup plus artisanal. Là, ça devient vraiment un emploi à temps plein. On recule de pas si longtemps que ça là, pour pouvoir en faire un emploi à temps plein. Là. Donc, je pense que c'est normal. On est encore à établir les bases de ce que ça va être à long terme, puis quel genre de métier on va vouloir en faire. Là. Il y a les nouvelles normes du RAFI là, qui vont commencer peut-être à impacter un peu plus les érablières. Là. Okay. Les plus grosses érablières, eux autres, il fallait qu'ils se conforment. Fait que là, les rejets, surtout au niveau du séparateur, parce qu'on utilise des savons pour les laver, mais là, ces savons-là, faut pas les envoyer direct à la rivière. Les eaux usées, là. Ouais, les eaux usées. Fait qu'il y en a qui ont installé des systèmes de traitement dans les sols, un peu comme une fosse septique là, d'une maison avec un champ d'épuration. Il faut qu'ils installent des systèmes similaires ou neutraliser les pH des eaux de rejet. Ça a un impact sur les grosses entreprises. Ils ont fait des moves. Là, plus ça va, plus que ça s'en vient vers les plus petites entreprises. Fait que au niveau du MAPAC, ça va probablement commencer à serrer. Hein. On commence à sentir les tendances. Là, on a une belle cabane rustique, mais on n'a pas une cabane 100% alimentaire. OK, ça veut dire que... les normes alimentaires. Ouais. Je pourrais pas faire du beurre d'érable et tout le kit, là, parce que les risques de contamination sont trop élevés. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça à la maison, à des places plus contrôlées, pour notre production de nous autres. Là. Mais, tu vois, il y a des tendances là, qui s'en vont vers ça. Là. Fait que, on appréhende un peu les inspecteurs éventuellement. C'est sûr que ça vient rajouter un fardeau financier justement sur les entreprises, sur la relève. Dernièrement, il y a eu la norme du plomb qui a passé, qui a demandé à plusieurs personnes de modifier leur système. Il y en a qui se sont tournés vers des centres de bouillage plutôt que d'investir ce montant-là. Mais c'est ça. Fait que, à force des fois de mettre des réglementations ou des normes, ben il faut que le prix suive. Sinon, ben c'est évident que ceux qui sont plus en démarrage ou qui sont dans une position financière qui est moins évidente, ben ils vont devoir quitter la production. Puis c'est tout le temps dommage. C'est tout le temps l'enjeu. Moins on est de producteurs, plus c'est concentré, ben moins ça devient artisanal, moins ça devient accessible aussi à tout le monde. Là. On le voit juste dans nos familles, le nombre d'acériculteurs a diminué. Là.
C'est comme dans toutes les productions et Oui, c'est vrai, ouais. tout le monde, à un moment donné, cherche à grossir. Fait que les setups qui étaient un petit peu plus artisanales, ben ça devient moins évident, moins facile. Donc, ça tend à se concentrer. Ces petits producteurs, ces productrices vont vendre leur érablière, c'est ça? Leur petite érablière à quelqu'un qui a une plus grosse entreprise, en fait. C'est ça un peu qui se passe? Il y en a qui font ça, mais il y en a d'autres aussi qui vont vendre l'eau parce qu'ils veulent garder quand même la terre. Ah oui? Parce que ça a une valeur, les enfants vont aimer ça. Fait que, il y en a gros qui commencent à vendre l'eau à d'autres acériculteurs qui vont la bouillir à leur place. Là. Puis c'est un autre modèle d'affaires qu'on voit apparaître là, en acéricole. Là. Il y a d'autres affaires pour s'améliorer. Nous autres, tu vois, quand j'ai lâché mon travail à temps plein pour m'en venir sur la ferme, ben on a converti l'érablière en biologique pour aller chercher une plus-value sur le prix du sirop. Fait que c'était intéressant de faire ça aussi. Puis, tu sais, je parlais de l'inspecteur MAPAC tantôt, là, mais moi, j'ai un inspecteur biologique qui vient chaque année vérifier si on est conforme selon les normes biologiques. Tu sais, être biologique en acéricole, nous autres, le transfert n'a pas été si majeur que ça. Le plus gros qu'on a eu à faire, c'est de la documentation pour écrire ce qu'on fait. Comme un cahier de des charge. registres, là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui a été le plus compliqué, mais le reste, c'était pas mal déjà tout conforme, là. Les dimensions d'érable, profondeur des trous. Les espèces compagnes. C'était déjà des pratiques qu'on avait intégrées nous-mêmes en voyant les bienfaits. Fait qu'on n'a pas eu beaucoup de changements à faire là, pour atteindre les normes du biologique. Là. On évalue à combien à peu près le nombre de productrices acéricoles au Québec? Il me semble que c'est 9000. On est rendu 9000 producteurs acéricoles. Est-ce qu'il est en augmentation ou Il est en augmentation depuis qu'on fait des émissions d'entaille. S'il n'y avait pas eu ces émissions-là, ben on les aurait pas eues. Mais la réglementation avec la régie, c'était tellement compliqué que c'était difficile d'aller en émission. Puis la demande qu'on avait eue de la régie, c'était d'être capable de donner de l'opportunité aux petits producteurs de pouvoir faire des gros contenants. Fait que ça l'a régularisé certains qui produisaient déjà, qui n'avaient pas le choix de faire des 5 litres et moins. Puis en donnant de l'émission en taille, ben là, ça l'a permis à des petits producteurs de pouvoir mettre dans des barils, dans des gros contenants pour pouvoir envoyer à la fédération. Là. Fait qu'on a grillé des nouveaux producteurs sur la liste des producteurs des PPAQ en gros contenants. Là. OK, ils étaient déjà là, c'était déjà des producteurs, mais ils faisaient leur propre mise en marché. C'est ça, mais là, ces émissions-là leur ont permis de pouvoir envoyer du vrac des gros volumes. En gros volume. Okay. C'est une des façons qui permet à la relève, en fait, de devenir propriétaire d'une érablière. Acheter une érablière qui a déjà un contingent, tu t'assures d'un revenu, mais par contre, le prix à l'entaille est plus cher. Tandis que quand tu achètes une érablière qui n'a pas de quota, le prix à l'entaille est moins cher. Et comme il y a eu des belles émissions de quota, ben ces gens-là ont pu vraiment démarrer une production à plus grande échelle, si on veut, moins artisanale. Peut-être qu'avant, c'était des gens qui faisaient ce qu'ils pouvaient vendre, en fait. T'sais. Ils ne devaient pas entailler toutes les superficies qu'ils possédaient. Ils faisaient la grosseur qu'ils avaient besoin puis qui étaient capables de vendre en circuit court. Mais en ayant cette augmentation de quota-là, ben, ça leur permet de faire monter aussi la valeur de leur érablière. Là. Parce que juste la vente dans nos familles, là, de produits d'érable dans nos familles, on aurait 300 entailles, on aurait assez. Oui, bien c'est ça. Fait que oui, le reste, il y en a qui étaient comme ça, des producteurs qui étaient à ce niveau-là de production. C'est ça. Puis, il y avait un potentiel de plus, mais comme il n'y avait pas le quota, ben il n'était pas capable. Parce que faire du circuit court, ben ça demande beaucoup de temps aussi. Fait que ça prend une mise en marché, ça prend de l'argent aussi. Là. C'est un mode de production et de distribution qui est différent, mais qui peut être tout aussi viable. Donc, les gens le faisaient à l'échelle de ce qu'ils étaient capables, mais en pouvant le vendre en gros contenant, ben là, en diminuant la charge de travail, des fois, ils peuvent en entailler plus grand. Ouais, ça commence à être important là, que ça augmente. Là. Surtout pour la réserve, là, parce que ces sirops-là, ben, c'est du sirop de plus qui se mettent à réserve. Là. Fait que on est rendu là. Ça en prenait plus de producteurs. Merci Stéphanie et Benoît de m'avoir parlé d'acériculture. C'est fort intéressant et de nous avoir décrit votre entreprise. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut l'épisode d'avril du Coopérateur Audio. Pour ne pas manquer les suivants, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Et, si le cœur vous en dit, laissez-nous également un avis
C'était Patrick Dupuis et ça a été un plaisir d'être avec vous pendant cet épisode. À la prochaine.